réparer les cœurs sans effraction, puisqu'il est loin le temps où la solution à la majorité des problèmes cardiaques passait par la chirurgie. Donc on va vous présenter vraiment les toutes dernières innovations, tous les espoirs, et pour cela on a le grand plaisir donc d'accueillir Laurence Contarassu, président de Medtronic France, et Martine Gillard, professeure en cardiologie interventionnelle et radiologie au CHRU de Brest. Martine Gillard est également présidente de la Société française de cardiologie. On les applaudit, un débat animé par Anne Jean-Blanc, la journaliste santé du Point. Et donc Anne, je vous laisse tout de suite entrer dans le cœur de ce sujet absolument passionnant. Dans le cœur, c'est effectivement un mot juste, Hélène, il n'y a pas de souci, on est en plein cœur du sujet. Juste un mot, enfin un chiffre pour commencer, 120 000 infarctus du myocarde par an en France. Contrairement à ce que certains croient, ce ne sont pas toujours des messieurs de 50 ans un peu bedonnants. Ça peut arriver à des gens plus jeunes, ça arrive à des femmes. Voilà. Et donc c'est un message qu'il faut aussi faire passer. Et puis on va vous montrer comment aujourd'hui on peut soigner ces patients sans ouvrir la cage thoracique, comme ça s'est fait pendant très très longtemps. Et donc je vais passer tout de suite la parole à Martine Gillard. Et vous avez donc une présentation qui est prête, avec là encore de très très belles images. Merci beaucoup. Donc d'abord, je voulais remercier Anne Jean-Blanc et Le Point pour leur invitation. C'est toujours un plaisir de faire partager ce que l'on fait tous les jours et j'espère que vous serez intéressés. Alors, comme vous le voyez, la maladie cardiovasculaire, c'est la première cause de mortalité dans tous les pays. Et en France, c'est la deuxième. C'est-à-dire que le cancer, en France, tue plus que la maladie cardiovasculaire. Mais quand on regarde, quand on s'intéresse à savoir si c'est un homme et une femme, eh bien, chez la femme, c'est la première cause de mortalité en France, bien avant le cancer, et notamment, par exemple, le cancer du sein. Donc, qu'en est-il? Vous le savez tous, hein, c'est une douleur dans la poitrine qui peut aller dans les bras, dans la mâchoire. À quoi est-elle due? Eh bien, le cœur, c'est un muscle qui marche tout le temps, heureusement. Et donc, son irrigation, l'oxygène qui est indispensable, arrive par des artères. Il y en a 3. Et lorsqu'une de ces artères se bouge, comme sur le schéma, eh bien, on voit que tout ce qui est en aval de l'artère, il n'y a plus de sang, et donc le muscle se détruit, le muscle, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui fait l'infarctus. Donc, il faut tout de suite intervenir. Et on dit toujours, le temps, c'est du muscle. On a 6 à 12 heures pour intervenir, et au-delà, on pense que ça n'a plus de sens de déboucher l'artère qui est bouchée. Donc, on appelle le SAMU, on appelle le 15, ça c'est un réflexe, il ne faut pas appeler quelqu'un d'autre. Et puis, on a 2 possibilités pour ouvrir cette artère. La principale, eh bien, c'est ce que je vais vous montrer, c'est d'aller à l'intérieur, de façon sans ouvrir le cœur, mais on va au niveau de l'artère qui est bouchée, on va essayer d'enlever le caillot qui s'est formé, qui est responsable du fait que l'artère est bouchée. Et puis, si on est trop loin, si ça prend trop de temps, eh bien, on a des médicaments, une sorte de destop que le SAMU va nous injecter pour essayer de déboucher, de faire partir ce caillot. Alors, comment on fait? Alors, vous voyez, l'artère est bouchée, et puis on va essayer de mettre à l'intérieur de cette artère, on va mettre des petites prothèses, des stents, c'est des espèces de treillage métallique, pour que l'artère, une fois qu'on est passé, elle reste bien ouverte, qu'elle ne se rebouche pas. Alors, on a cette animation, vous voyez, le système, c'est monté sur un ballon, le ballon est gonflé, ensuite on dégonfle le ballon, et puis la petite prothèse métallique reste telle qu'elle, et ensuite on enlève le ballon. Et on va mettre pas mal de pression pour les personnes qui connaissent un peu, donc on va mettre jusqu'à 12 bars, si on se souvient des voitures, un pneu c'est aux alentours de 4 bars, donc on met beaucoup de pression dans ces ballons. Alors, je vais vous montrer donc un exemple. Là, c'est un patient qui avait 62 ans. C'est un cas qui s'est produit il n'y a pas très longtemps. Donc, il fume, il a de la tension, et puis à 14 heures, il a une douleur dans la poitrine. Donc, sa femme appelle le SAMU au bout d'un certain temps, parce qu'il n'en parle pas tout de suite, et il a de la chance, il est proche d'un endroit où il y a un système pour le déboucher. Donc, il arrive 3/4 d'heure plus tard dans la salle de cathétérisme ici. Alors normalement, ça doit marcher.
Donc, Il y a un petit peu de sang, mais c'est normal, c'est de la chirurgie. Alors, donc, on va piquer une artère du bas. On peut aussi passer par le bras, c'est très variable. Et puis, une fois que la petite piqûre est dans l'artère, on monte un petit guide et puis un système qui va faire, qui est un système anti-reflux, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est en place, vous voyez, le sang ne reflue plus. Ensuite, on va monter des sondes, c'est-à-dire des cathéters, des tuyaux qui font 2 mm de diamètre et qui vont arriver jusqu'au cœur avec le long d'un guide souple, de façon à ne pas abîmer l'artère, et on va arriver ainsi jusqu'au cœur. Ensuite, donc voilà. Ensuite, on va opacifier les artères coronaires. Donc, on met du contraste, on met de l'iode. C'est ce que l'on voit sur la grande image. Et donc, on a une surveillance avec l'électrocardiogramme, avec la pression, et ça nous permet de suivre. Et vous voyez, on tourne tout autour de l'artère. Donc, on voit ainsi toutes les branches. Et puis, on va vers l'artère qu'on sait boucher grâce à l'électrocardiogramme. On a une petite idée, et on arrive et on va opacifier cette artère. Et donc, comme vous allez le voir, on se sélectionne et on voit que l'artère est bouchée. Vous voyez, elle ne va pas jusqu'au bout, elle est bloquée net. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on va mettre un guide qui fait moins d'1 millimètre. Ce guide c'est un petit fil, un petit filament, assez rigide quand même. Il va monter et vous voyez qu'il arrive dans l'artère. Donc, je n'ai pas de pointeur, mais j'espère que vous avez vu. Voilà, donc il va là. Ensuite, on va mettre un autre système. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de l'aspiration. Vous savez, on est très, très plombier. Donc, on fait de l'aspiration et on va aspirer comme ça de part et d'autre de la zone qui était bouchée pour retirer le caillot. On essaie de l'enlever, le caillot, qui ne reste pas dans la coronaire. Et donc, c'est très simple. Vous voyez, c'est une seringue qui est branchée. Et donc, il y a un système anti-reflux et donc qui aspire le sang dans la seringue, et donc on espère à chaque fois que une grande partie du caillot qui bouchait l'artère a été récupérée dans cette seringue. Et donc, vous voyez, donc le système est comme ça, et on voit un petit peu de sang, et on voit donc l'aspirateur va et vient à l'intérieur de l'artère pour enlever tout le caillot. Une fois que cela est réalisé, on va faire un contrôle pour voir comment est l'artère. Est-ce que l'artère, après cette première étape, s'est débouchée? Et donc, on va faire un contrôle. Donc là, on enlève le matériel et on contrôle et on va voir si l'artère est ouverte. Et donc, vous voyez que l'artère s'est ouverte, elle était bouchée là. Et donc, maintenant, on a tout l'ensemble de l'artère. Mais on s'aperçoit qu'ici, il y a toujours ce rétrécissement. On ne peut pas laisser passer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre en place le petit stent que je vous ai montré sur le film animé. On le monte, vous voyez, sur son ballon. Il va arriver donc ici. Et puis, on a un système, on vérifie où il est placé. On le voit ici, il descend, il se met dans la bonne position. Et puis, on va bien le positionner. Et ensuite, on va gonfler le système. Vous voyez ici, c'est un manomètre. Et on va monter jusqu'à peu près 12 bars, c'est-à-dire beaucoup plus que... Enfin, c'est une grosse pression. On le laisse gonfler. Vous voyez là le ballon et la petite prothèse. Ensuite, on va dégonfler le ballon, on va retirer, et puis on va faire un contrôle, et on espère qu'à ce moment-là, il n'y a plus de rétrécissement. Et voilà, donc le contrôle, donc vous voyez, c'est des procédures qui se font sous anesthésie locale, soit par la jambe, soit par le poignet, et le patient ne sent pas dès que l'anesthésie est faite, et donc il y a une réparation de son artère coronaire sans ouvrir la poitrine. Merci pour ces belles images. Alors, oui, bravo. Alors, vous avez parlé de stent, donc ce petit ressort, et je me tourne vers vous, Laurence, parce que vous êtes fabricant de dispositifs médicaux. Comment ça vous est venu l'idée, parce que vous travaillez vraiment main dans la main avec les cardiologues, ça vous est venu comment l'idée de ces stents? Est-ce qu'on a toujours les mêmes depuis le départ? Racontez-nous un petit peu cette saga. Alors non, bien évidemment, les produits évoluent tout le temps. Alors déjà, je voudrais remercier Martine Gillard parce que le fait qu'on soit là, toutes les deux sur scène, c'est aussi le travail qu'on doit faire en continu. Parce que toutes ces innovations, on ne le dit pas assez, elles ne peuvent voir le jour pour le patient qui en ont besoin que si on travaille ensemble. La première étape, c'est justement
de les fabriquer ensemble. Très souvent, les idées viennent des médecins et nous, on discute avec eux, on travaille avec eux et on va fabriquer. Ça commence par un prototype. Après, il y a une deuxième étape qui va être tout ce qui est études cliniques. Et là aussi, encore, et on le reverra peut-être après pour le TAVI, ça ne peut se faire qu'ensemble parce que les études cliniques, c'est beaucoup de patients, la sélection, le tirage au sort, et c'est vraiment un travail commun entre le corps médical et l'industriel. Et tous ces produits, c'est une spécificité du dispositif médical. Tous ces produits évoluent extrêmement rapidement. Entre le premier stent et celui d'aujourd'hui, par exemple, il s'est passé combien d'années à peu près et les évolutions ont porté sur quoi principalement? Alors, il se passe à peu près une quarantaine d'années en fait. Et les évolutions, elles vont concerner plusieurs choses. Donc évidemment, c'est comment est-ce qu'on les fabrique. Alors déjà, pour la petite anecdote, un stent, ça se fabrique un peu comme une chaussette. Les premiers stents, on les a tricotés. Alors donc on a des plombiers qui utilisent des chaussettes. Exactement, fait avec un tricotin. Ensuite, évidemment, il y a de la recherche dans les matériaux. Et ce qu'on va vraiment essayer dans le stent, c'est d'avoir tous les produits que vous avez vus, en fait, on les fabrique. Donc c'est comment on peut les monter le plus facilement possible, comment on peut les pousser le plus facilement possible, comment on peut passer toutes les difficultés que nous avons dans le corps. Et ça, c'est au fur et à mesure. Et le point que je voulais dire, c'est que tous ces produits, ils évoluent environ tous les 18 mois. Et souvent, en fait, le grand public a tendance à mélanger les dispositifs médicaux et la pharmacie. Ça n'a rien à voir. Oui, nous travaillons ensemble dans la santé. Je n'ai rien pour... C'est un problème. L'effet plombier, Hélène a renversé sa bouteille. Ces produits évoluent rapidement, mais on est sur des petites cohortes de patients. Quand on fait souvent les premières études cliniques, on va être des fois sur 10 patients, après 100 patients, mais on n'a pas des milliers de patients, et les produits évoluent très souvent. On va très rapidement trouver un cathéter un peu plus petit, un qui a la meilleure pushabilité, un matériau qui va pouvoir changer, une maille qui va changer. Et c'est ça le dispositif médical, c'est une innovation continue au service du patient. Merci. Alors, on va passer au deuxième exemple qu'on voulait vous montrer. Donc, ça s'appelle le TAVI. On va vous expliquer ce que c'est. Et le TAVI, c'est le remplacement d'une valve cardiaque, sans ouvrir le cœur, une fois encore. Et tout a commencé cette fois-ci à Rouen, il y a maintenant quelques années, inventé par un spécialiste français qui s'appelle le professeur Alain Cribier, qui est très très bien connu des milieux. Et voilà. Est-ce que la vidéo est prête? Non. Malheureusement, non. Donc en fait, c'est ça. Le TAVI, ça a été créé. En fait, le stent aussi a été créé par un Français. Donc les innovations qui sont maintenant employées dans le monde entier sont issues des Français. Donc faut le souligner. Et donc le TAVI, enfin cette méthode de traitement de la valve aortique qui rétrécit, a été également inventé par un Français. Donc là, c'était sur la même. C'était la même présentation. Oui, la même présentation. Est-ce que quelqu'un pourrait venir nous aider à relancer le deuxième film? Enfin, c'est pas grave. Et donc, ce système, donc c'est un système qui nous permet de réparer la sténose aortique, donc de façon sans ouvrir le cœur. Alors, la sténose aortique, c'est quelque chose qui apparaît donc quand on vieillit. Ça touche essentiellement les personnes aux alentours de 80-83 ans. Hein, c'est à peu près la moyenne des patients qui ont ce rétrécissement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au fil du temps, on a une calcification de nos valves aortiques, la valve aortique, et pendant 10-15 ans, personne ne va s'en rendre compte, c'est totalement asymptomatique. Mais dès que les symptômes arrivent, c'est-à-dire l'essoufflement, la perte de connaissance, la douleur dans la poitrine, eh bien là, par contre, ça va très vite et un patient sur 2 peut décéder dans l'année qui suit. Vous avez les images qui sont arrivées. D'accord. Donc, alors je vais peut-être revenir en arrière parce que là, du coup, ça va pas. Il faudrait revenir. Non, je crois qu'il faut prendre. On va prendre en cours. Bon, mais c'est pas grave. Oui, mais donc là, c'est le même. Ça, on va pas revenir. C'est l'angioplastie. Ah, c'est bon, c'est le même. D'accord. Alors, et donc le système consiste. Donc, on a ce rétrécissement et donc les patients sont âgés. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, il y a des patients qui pourraient bénéficier du remplacement de leur valve, mais malheureusement, ils sont trop âgés et donc on ne peut pas le faire. Et on a inventé le TAVI. Donc une méthode sans ouvrir le cœur, sans circulation extracorporelle,
pour traiter cette valve de façon juste par l'artère fémorale. Donc j'aurais peut-être un moment quelque chose. On est en train d'essayer de voir. Et du coup, il y a à peu près, donc cette technique a été inventée en 2002, et cette année, on a plus de 300 000 patients qui ont été traités de cette façon dans tous les pays, il y a 65 pays qui l'utilisent. Donc on voit que c'est une technique qui marche, qui est adaptée par tous les centres. Alors en quoi elle consiste? Eh bien elle consiste, le patient vient, on fait toute une série de bilans, et puis un ensemble de médecins, le chirurgien, le cardiologue, l'échographiste, le cardiologue correspondant, vont décider quelle est la meilleure technique pour le patient. Et s'ils estiment que le patient est un peu trop fragile, eh bien ils vont lui proposer de traiter sa valve aortique, dont vous avez vu l'évolution désastreuse, de façon percutanée, c'est-à-dire par l'artère fémorale. Et donc, c'est à peu près la même chose que ce qui s'est passé pour ce que je vous ai montré pour les artères coronaires, à part que c'est un tout petit peu plus gros, mais le patient est sous anesthésie locale, et on parle avec lui, on peut le faire plus ou moins avec hypnose, mais ça se fait comme ça. Et donc, on va monter un système exactement par le même endroit que tout à l'heure, mais au lieu d'aller dans l'artère coronaire, on va aller au niveau de l'aorte. L'aorte, elle est entre la valve aortique, et on positionne la valve. Donc c'est dommage, on avait un système. On peut... On va y arriver, mais on y arrive. Juste avant, vous remontrez... Voilà. C'est le miracle de la technologie. Là, c'est bien, bravo. Hein. C'est ça les techniciens. Donc voici le professeur qui a inventé Alain Cribier de Rouen. Et donc vous voyez qu'actuellement en France, on traite plus cette valve aortique par cette méthode percutanée qu'en ouvrant le cœur. Alors, c'est donc une décision, comme je vous le disais, multi. Et voilà, par exemple, une salle de chirurgie. Donc, une salle de chirurgie, il y a énormément de personnes, on ouvre la poitrine du patient et on positionne la valve. Notre système, à nous, se fait de cette façon. C'est un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va piquer par l'artère fémorale. Donc, et par cette artère fémorale, on va mettre ce fameux petit système anti-reflux. Ensuite, on va monter une petite sonde pour aller de l'autre côté. Vous voyez, on va de l'autre côté pour aller dans l'autre artère. Et avec cette petite sonde qui est en forme de queue de cochon, hein, c'est des plombiers avec des cochons. Donc, on met et ça va nous servir de cible. Et comme ça, quand on va mettre le système qui va délivrer la valve, on va vraiment bien piquer au centre de l'artère. Et tout ça, le patient est conscient. Souvent, il discute avec l'équipe parce qu'il n'est pas très content, parce qu'il n'arrive pas à voir tous les écrans. Et donc, on monte toujours pareil, à nos petits guides en premier. Et puis ensuite, vous voyez, on monte sur l'image de droite en haut, on monte le système qui va nous permettre de faire passer la valve au sein de l'organisme. Donc voilà, on voyait le désilé qui rentre. Il est un peu plus gros que tout à l'heure. On l'a amené pour vous montrer. Ensuite, pendant ce temps, vous voyez, pour l'image en bas, on voit la préparation de la valve. Donc la valve, elle est préparée au moment de la mise en place. Elle est juste préparée juste en même temps, de façon concomitante. Pendant ce temps, moi, je suis en train de franchir l'orifice aortique, qui est un petit peu calcifié. Et donc, je vais aller dans le ventricule gauche, au travers de cette valve qui est remaniée, calcifiée. Donc, on va se mettre. Pendant ce temps, ma collègue prépare le système. Donc, ça fait un peu Lego, mais c'est très, très bien. C'est très facile et toutes les étapes sont bien faciles à suivre. Donc, maintenant, on va monter la valve. Vous voyez, la valve arrive. Elle est au niveau maintenant de l'orifice. Et puis, quand on est bien placé, vous voyez, je suis en train de tourner la valve et je suis en train de retirer un système. Et la valve, quand la petite gaine qui l'a protégée se retire, elle va s'expandre. Et donc, elle va prendre sa place. Donc là, pareil, le patient est tout à fait conscient. Il n'y a pas de chute de tension. Tout se passe bien. La procédure en tout dure une demi-heure. Et donc, on est en train d'enlever la gaine protectrice de la valve. Et puis, la valve va s'ouvrir et va se mettre en place. Et ensuite, on fait des petits tests pour être sûr qu'on est bien placé. Et on va larguer la valve, que vous allez voir, elle va se positionner tout à fait correctement dans l'orifice et dans l'aorte.
Donc voilà, donc vous voyez, je suis en train de tourner assez rapidement et la valve s'ouvre et ensuite on enlève l'ensemble et la valve est réparée. Donc voilà. Oui, excusez-moi, je vous interromps un petit peu parce qu'on a pris du retard. Pour voir une valve, Laurence Contaracieux va vous en montrer une. Je crois qu'on avait, voilà, il y a un monsieur qui va zoomer dessus. Voilà. On la voit. Vous la voyez ou vous la voyez pas? Non, le monsieur arrive. C'est tellement petit, mais avec le zoom. Avec le zoom, ça va être parfait. Et donc, Laurence, c'est pareil, hein, c'est des progrès technologie extrêmement conséquents pour les valves. Et puis, il y a un dernier domaine dont je voulais vous parler qui est aussi un progrès formidable, c'est la stimulation cardiaque. Alors peut-être juste avant, parce que j'ai une anecdote quand même qui vaut... On a parlé du professeur Cribier, en effet, il y a aussi une autre équipe qui est à Toulouse. Déjà, toutes les valves qui existent sont des valves françaises, elles ont été développées en France. Mais l'anecdote, c'est qu'un très grand chirurgien américain avait dit au professeur Cribier, ça ne marchera jamais, c'est une énorme imbécilité ton système. Voilà, donc je pense que c'est à garder en tête. Comme Absolument. quoi, il ne faut pas avoir trop de certitude. Absolument. Et alors, pour terminer, le grand progrès aussi, c'est donc la stimulation cardiaque, les pacemakers. On va voir 3 photos successives de 3 générations de stimulateurs cardiaques. Voilà, je vous laisse les commenter. Alors là, c'est l'un des premiers pacemakers. Hein. Donc nous, la société a été créée en 49. Le premier pacemaker implantable, c'était en 57. Je pense qu'on en voit peut-être un après. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pacemaker, en fait, il avait été créé par un ingénieur qui s'appelle Earl Bacon, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui a été notre premier créateur de Medtronic, suite à une coupure électrique dans un hôpital. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir s'assurer que le patient allait continuer à vivre. Après, on a eu, voilà, on voit à gauche, donc je sais pas pour vous si c'est la gauche, ce qui ressemble à, voilà, un peu plus petite qu'une boîte d'allumettes. Le pacemaker, ça écoute et ça stimule. Donc, ce qu'il faut garder vraiment en tête, il écoute votre cœur. Hein, c'est un petit peu comme le chien pour les malvoyants. En fait, il est là pour vous accompagner. Et s'il y a un désordre de votre cœur, donc qui bat trop lentement, eh bien, il va le faire accélérer. Mais vraiment, il s'adapte au rythme cardiaque. Et puis là, vous voyez la dernière génération. Voilà, la dernière génération de pacemaker. Et là, c'est vraiment un de nos travail au quotidien. C'est la miniaturisation de l'ensemble des produits, parce que pour ouvrir le cœur, évidemment, sans effraction, il faut que ce soit le plus petit possible. Donc là, c'est le dernier pacemaker qui est le plus petit. Ensuite, il faut que ça dure le plus longtemps possible. Il y a un problème de pile. Donc là, vous avez aussi des générations de produits à l'intérieur. Et là encore, c'est une technologie française qui nous permet de faire ce produit. On n'en parle pas assez, pour rendre évidemment le patient le plus autonome possible. Là où ça durait 5-6 ans au début, ça peut durer 15 ans, 16 ans en fait. C'est pas seulement un stimulateur, c'est un ordinateur, parce que manifestement, ça prend des informations, ça peut les envoyer au cardiologue, ça permet un suivi qui est assez impressionnant. Tout à l'heure, le professeur Deloche a parlé en fait de ce qu'on appelle de la télé-expertise. Nous, on peut faire en effet avec les pacemakers de la télésurveillance. Donc vous êtes chez vous, il y a quelque chose qui va pas bien. En fait, votre médecin à distance peut voir ce qui se passe sur votre pacemaker. Par contre, s'il y a quelque chose qu'il faut intervenir, là, dans ce cas-là, vous devez vous déplacer et aller à l'hôpital. Voilà. Il y a une question, juste pour terminer, qui fait toujours très très peur, c'est qui peut prendre la main sur mon pacemaker? Alors, très clairement, on est dans le buzz des journalistes. Alors, non, c'est pas les journalistes. Non. Non, évidemment, il y a toujours des risques, mais on travaille au quotidien vraiment pour que, évidemment, le risque soit le minimum. Mais surtout, quand on voit ce que ça peut apporter aux patients, au système de santé par rapport au risque de ce qu'on appelle du hacking, c'est vraiment extrêmement infime. Un petit mot de Madame Gillard pour finir, avant qu'on prenne peut-être une ou deux questions. On est très en retard, mais peut-être un mot sur cette stimulation. Alors c'est vrai que c'est un vrai progrès. Il y avait, quand vous imaginiez, quand vous aviez quelque chose assez gros à ce niveau-là, sous la peau, ça peut être embêtant. Et là, maintenant, ça devient tout petit. Et alors là, la dernière évolution, c'est extraordinaire. Formidable. Hélène? Alors voilà, merci, bravo, effectivement. Donc peut-être une ou deux questions. Question très rapide, réponse très rapide. Qui lève la main? Monsieur. Et voilà. Et là, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, bon, docteur Gillard, bonjour. Vous avez parlé de symptômes.
la mâchoire, la mâchoire, l'épaule, etc. Est-ce que vous avez des pourcentages? Et puis, je crois que chez la femme, c'est beaucoup plus diffus que chez l'homme. Merci. Merci beaucoup, c'était une excellente question. Donc, dans 92% à peu près des cas, il y a la douleur dans la poitrine, chez l'homme et chez la femme. Le problème, c'est que souvent, chez la femme, il s'est associé à d'autres signes qui font que la douleur est peut-être moins prégnante. Et surtout, on est dans un milieu où on dit que l'infarctus, c'est une affaire d'homme. Et donc, on a tendance à se dire que ce n'est pas cette douleur-là, ce n'est pas un infarctus, c'est autre chose. Et donc, c'est ça. Mais normalement, la douleur est présente aussi bien chez l'homme que chez la femme. Merci. Dernière question. Donc, bonjour, je suis étudiant à la faculté des sciences de Montpellier, donc je suis en cours de biopolymère pour la santé, et je voudrais revenir sur le stent. Donc, vous avez dit que c'était un stent en matériau métallique, et donc pendant ce cours, nous avons vu que c'était, de nos jours, c'était plutôt un biopolymère non dégradable, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, j'aurais souhaité savoir actuellement quel est ce biopolymère qu'on utilise pour le stent, justement. En fait, il y a beaucoup de technologies en fonction. Je ne vois pas qui parle, donc c'est assez différent. Merci. Il y a beaucoup de technologies différentes en fonction du fabricant. Alors, si je résume, il y a 3 grands stents. Il y a ce qu'on appelle les stents non cotés, et il y a les stents avec justement une molécule pharmacologique dessus, et il y a les stents aussi. Il y a des sociétés qui se travaillent sur les stents biodégradables. Nous, par exemple, on est sur du cobalt chrome, mais il y a d'autres produits qui sont utilisés par d'autres concurrents. L'objectif à terme, et là je pense que Martine pourra revenir dessus, c'est en effet, si possible, que le stent finisse par disparaître, parce que ça, ce serait l'idéal de rien avoir à l'intérieur du cœur. Donc il y a beaucoup de recherches. Et avec aussi. la coronaire qui reste ouverte. Voilà, ouais. C'est ça. Mais peut-être Martine, tu veux... D'un mot. Juste d'un mot, c'est que c'est actuellement, pareil, 99% des stents métalliques. Hein. Il y a très très peu de biodégradables. Merci beaucoup. On vous applaudit une nouvelle fois. C'était en plus très très clair et très prometteur. Merci beaucoup.